Eh bien, la date du renversement, ou plutôt de la fin du régime à Cuba, a finalement été fixée. Tout pays qui fournit aujourd'hui des ressources énergétiques à Cuba devient automatiquement un ennemi des États-Unis d'Amérique. Vous voulez être notre ennemi? Allez-y, je vous en prie. Au programme, nettoyer Cuba des forces ennemies et de la criminalité et rétablir des relations normales. En réalité, il s'agit de toute cette zone, de tout cela. Tous ceux qui nous traitent mal, la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et ainsi de suite, dehors. Nous ne voulons pas de vous, puisque nous ne voulons pas de vous, nous ferons tout notre possible pour que vous n'existiez plus. Deuxièmement, il s'agit de transformer ceux qui sont tombés dans notre zone d'influence en protégés sous notre protection. Un protectorat comme nous allons évidemment l'appeler. Ce sont des pays comme le Canada, le Groenland, le Mexique, le Panama, le Venezuela, le Nicaragua. Et bien sûr, l'île de la Liberté, Cuba, l'île de la Liberté vis-à-vis de la propriété et du bon sens. Deuxièmement, nous allons les débarrasser de leurs ennemis, les trafiquants de drogue. Et le prochain objectif, comme je l'ai déjà dit, c'est Cuba, Cubatie. Ils pensaient que c'était Yankino, mais il s'est avéré que c'était tout le contraire. Cuba était la cible numéro 3, et la première cible, comme vous le savez, c'était le Venezuela, puis l'Iran, avec lequel tout est en cours, et avec le Venezuela aussi, tout est en cours. Bien sûr, car cela fait partie du processus. Ils n'ont pas pris le contrôle d'un coup, en agitant des sabres, en installant leur propre, disons, Ivan Ivanovitch Petrov ou José Maria. Là-bas, c'est Sternandez, et ils ont continué leur chemin. C'est un processus, nous ne voulons pas, allons plus loin, nous voulons là-bas, peu importe qui est à la tête, en gros, mais en réalité, ça ne nous est pas égal de savoir qui s'y trouve. Qui donc, parmi ceux qui nous traitent bien, ou du moins pas mal? Et nous n'aimons pas avoir sous notre nez un tel foyer, un foyer de criminalité, de trafic de drogue et tout le reste. Aujourd'hui, 4 pays fournissent du carburant à Cuba. Le Venezuela a déjà arrêté, le Mexique, la Russie et l'Algérie. À mon avis, oui, l'Algérie, tout à fait. En d'autres termes, Trump déclare un blocus de l'île de Cuba. Un jour, JFK Kennedy a déjà fait cela. Oui, de leurs principaux protecteurs, disons-le ainsi, oui, l'Algérie, bien sûr, n'est pas un protecteur, mais, pour ainsi dire, il y a la Chine, la Russie, l'Iran et ainsi de suite. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, le Venezuela a déjà été coupé de Cuba. En fait, il y a 2 possibilités, 2 chemins, disons-le ainsi. Oui, arrêter de coopérer avec les ennemis des États-Unis, chasser le trafic de drogue de l'île, arrêter le blanchiment d'argent, encore une fois, de ce même trafic de drogue, cesser de collaborer avec les terroristes. Là-bas, il y a l'Iran, etc., et ainsi de suite. Ils ont là-bas des représentants du Hezbollah, des représentants du Hamas, ou alors, disons-le ainsi, c'est la confrontation. Absence de carburant, absence de nourriture, absence de pièces détachées, et en général absence de tout ce qu'on peut imaginer. Eux-mêmes, à mon avis, ils ne produisent de rien. Ils ne produisent rien du tout, du sucre, de la canne à sucre. Il me semble qu'ils produisent des casinos là-bas. Là-bas, quand ils construisaient, la vie était normale. Voilà la région, les loisirs, là-bas, les maisons de repos, là-bas, de magnifiques yachts, etc. Tout était parfait depuis la Floride. C'était très pratique d'y aller en avion. Mais comme on dit, tout s'est effondré en 1959 et maintenant ils essaient de redresser la situation. Ou alors le jeter ou le découper pour bonne conduite. Donald Trump est prêt à ne pas expulser la direction de l'île, à autoriser le tourisme, à commencer à investir, c'est-à-dire autoriser les entreprises américaines à investir à Cuba, aider ceux qui ont fui Cuba à l'époque à commencer à y retourner, à investir, à apporter leurs connaissances et leurs compétences. Cuba doit permettre à ceux qui souhaitent revenir d'y retourner et ne doit pas les persécuter. En gros, pour faire court, nous allons vous couper l'oxygène, mais si vous vous rendez et que vous voulez vivre, c'est-à-dire si vous voulez en finir avec, allez-y, faites-le, regardez, personne ne vous en empêche, oui, nous allons même vous aider. Mais si vous voulez vivre, il faut vous donner la possibilité de devenir normal, libre, capitaliste, pas tout de suite, pas rapidement, oui, mais vous mettre sur la bonne voie, dans la bonne direction. Disons par exemple, oui, Cuba coupe déjà son système énergétique. Ils ont de l'électricité seulement 20 heures par jour sur 24. Pour ceux qui ne le savaient pas, une journée compte 24 heures. Eh bien, pendant 20 heures, ils coupent le système électrique.
Dans certaines régions, il y a des radiateurs, des réfrigérateurs hors service depuis longtemps sans nourriture, parce qu'il n'y a ni électricité ni nourriture. Bonne combinaison, non? Vous ne pouvez pas refroidir la nourriture. Pourquoi mon réfrigérateur ne marche-t-il pas? Il n'y a ni nourriture ni médicaments, c'est effrayant. D'ailleurs, oui, non seulement ils viennent à manquer, mais en plus on ne peut pas les conserver, parce qu'ils se gâtent en 1 ou 2 heures. Peut-être qu'ils fonctionnent une journée entière, mais sinon, ils ne marchent pas 20 heures par jour chaque jour. Eh bien, du socialisme, comme on dit. Mais pour être précis, bien sûr, ils n'y construisent pas vraiment le socialisme, parce que le socialisme, au sens classique du terme, c'est ce qu'en Autriche, ils ont essayé de construire, une sorte de banditisme timide, un vol timide, mais ce qu'ils construisent au là-bas, c'est bien sûr du communofascisme, du fascisme-communisme, je ne sais pas comment l'appeler. Cuba existe depuis le 1er janvier 1959. Cela fait 67 ans. 67 années d'affilée. Le peuple était maintenu, je ne sais pas, là-bas dans les travaux forcés, oui, dans une esclavage absolument cauchemardesque. De plus, les esclaves doivent chaque jour déclarer leur amour au prophète fidèle et à son représentant à Cuba. Qui est leur représentant actuel à Cuba? Et ils doivent aussi, en chœur, crier à quel point ils détestent les États-Unis d'Amérique, qu'ils adorent Karl, Marl et les autres. Che Guevara, Cuba. C'est étonnamment similaire à la façon dont la maman de Danny imagine le paradis à New York. Autrement dit, si on traduit tous ces mots dans une langue humaine normale, ça donne 100% Cuba. Donc, tout le monde, presque tout le monde est égal, presque tout le monde est égal. Mais certains doivent être plus égaux que les autres, parce qu'ils doivent veiller à ce que tous les autres soient égaux. Tout est très bon marché, incroyablement bon marché. La médecine est absolument gratuite. Mais excusez-moi, qui va payer pour une telle médecine? L'éducation est absolument gratuite. Une liberté totale de penser, simplement tu ne peux pas l'exprimer, mais tu peux penser absolument tout ce que tu veux. Si jamais Dieu nous en préserve, tu exprimes ou dis simplement que tu as des pensées différentes de celles-ci. On va probablement vous mettre en prison ou vous frapper avec des bâtons de bambou, avec un bâton sur les talons. On dit que ça fait terriblement mal, une liberté totale de penser, mais tu ne peux pas l'exprimer, tu peux aller en prison pour ça, mais tu peux penser absolument tout ce que tu veux tant que tu ne dis rien à personne. Maintenant, il n'y a plus de frais pour les jardins d'enfants, ils sont gratuits. La santé, tant qu'elle existe, est gratuite. L'éducation est stricte mais juste et gratuite. Et les petits déjeuners à l'école sont aussi gratuits, même s'ils sont vraiment dégoûtants. On raconte sur Cuba que dans n'importe quel magasin, on peut venir et dire au vendeur « S'il vous plaît, pesez, apportez-moi 200 grammes de nourriture » et les vendeurs, sans aucune offense et très poliment, répondent aussi « Apportez, on pèsera, mais personne n'apporte rien. » Plusieurs raisons. D'abord, il n'y en a pas. Ensuite, si tu apportes, on peut te le prendre. Le matin, les Cubains enterrent des patates douces dans la terre, et le soir, ils les déterrent et les mangent. Et quand on leur demande pourquoi, ils répondent qu'ils avaient très faim. Je m'excuse pour les vieilles blagues à barbe, mais ça m'est juste revenu en mémoire et je devais la raconter. Beaucoup de Cubains adorent leurs dirigeants avant même qu'ils ne meurent. Beaucoup de New-Yorkais adorent leur leader de gauche et tous les autres voleurs et crapules qu'il a mis sur le dos du peuple. Pour tenir au mieux les promesses qu'il a faites là-bas, les Cubains n'ont pas l'intention de les tenir. Nous avons décidé de détruire l'existence de Cuba d'ici 1968, de détruire ce régime. Mais pour que ceux qui veulent vivre ainsi puissent aller vivre ailleurs, nous leur avons organisé un endroit absolument identique avec les mêmes objectifs. Un endroit directement sur le territoire des États-Unis, dans la ville de New York. Et à New York, ils ont déjà annoncé que les Yankees, non, les Yankees, non. Oui, les Américains blancs, non. Eh bien, principalement les hommes, eux, non. Je comprends que les hommes, s'ils veulent en devenir des femmes, alors peut-être oui. Mais tant qu'ils ne l'ont pas fait, non. Et s'ils ne veulent pas, ils sont grossiers, paresseux, menteurs. En plus, comme des colonisateurs, je me souviens, ils le sont aussi. Et le fait qu'ils soient mains comme ça, que eux ou leurs grands-pères composaient des symphonies, construisaient dans des cathédrales, inventaient des traitements contre de nombreuses maladies, ont appris à déplacer nos corps du point A au point B à une vitesse incroyable.
Eh bien, les Afro-Asiatiques ont aussi une culture, comme les peintures rupestres par exemple, et les danses autour du feu. Et aussi pour faire venir la pluie, ils savent comment peindre le corps des priants et qui tuer rituellement en lui arrachant le cœur. Là-bas, c'est soit le foie, soit les reins, selon la force de la pluie qu'ils veulent obtenir. Tout cela existe, ils ont leur propre culture, et leur culture n'est en rien inférieure à celle des Italiens ou des Grecs. Oui, vive les grandes révolutions barbares, oui que la lumière disparaisse. Un plaisir particulier pour nous, issus de l'ex-URSS, c'est de voir le Kremlin se prendre une claque en pleine figure. Donc d'abord, ils se sont fait battre au Venezuela et apparemment, disons que 20 à 25, voire même 30 milliards de dollars de leurs investissements sont partis en fumée. Ensuite, ils ont intercepté plusieurs pétroliers transportant du pétrole qui, apparemment, avaient été payés par les Russes, allaient main vers eux ou naviguaient quelque part sur leur ordre. Ils ont pompé le pétrole parce que les pétroliers faisaient partie de ce qu'on appelle la flotte fantôme, c'est-à-dire, c'est passible de poursuites pénales. Ils ont pompé le pétrole et ont mis les pétroliers aux enchères. Je sais qu'ils ont déjà vendu ou sont en train de vendre, non, pas encore, bien sûr, ils n'ont pas vendu aussi vite. Puis, ils ont également coupé l'accès à leurs amis iraniens et des dizaines de milliards, apparemment, vont partir en fumée. Tout comme maintenant, en Iran, des dizaines de milliards russes, je veux dire. Et avec eux leur influence au Moyen-Orient. Maintenant, sur leur île préférée de la tolérance libre, c'est-à-dire une île très nécessaire pour les petits Poutines, appelée Cuba aussi. Il s'y passe des choses désagréables. Premièrement, il y a des feijoas. Deuxièmement, il y a des festivals. Ensuite, il y a des filles bronzées et des feuilles de cocotier sur la planète. Et là-bas, les filles ont aussi une sueur particulière. Et elle est très importante. Parce que les cigares cubains sont justement remarquables. Je ne me suis jamais intéressé aux cigares, donc je ne sais pas personnellement, parce qu'ils sont roulés sur les cuisses de jeunes cubaines bronzées et en sueur. Je ne plaisante absolument pas en ce moment, mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Que veut dire cela? Réfléchissons un peu. L'administration de Trump a déclaré que Cuba devait devenir glorieuse, libre d'ici la fin de l'année 26. Un ordre de devenir libre d'ici la fin de l'année 26. L'administration de Trump cherche des personnes influentes au sein de la direction cubaine afin de les placer à la tête du nouveau gouvernement. Cela rappelle l'Ukraine avant le Maïdan, quand nous avons commencé à financer et organiser le Maïdan. Et en même temps, donc, on discutait du type avec cette... Comment elle s'appelle, la nana? La nôtre, celle qui allait toujours là-bas et dont j'ai oublié le nom, alors que je la connaissais si bien. Oui, je m'en souviendrai, je te dirai. Donc ils ont été interceptés en train de discuter. Pourquoi les Russes interceptaient nos conversations à propos de qui sont ces ministres? Non, c'est lui, non, il ne convient pas, il ne sait pas s'incliner ni baiser la main, mais celui-là convient, il s'incline très bien. Voici comment il raisonnait après Maïdan, une fois tout organisé et les personnes inutiles éliminées, en Russie ou ailleurs. Ainsi, avec le temps, un blocus a commencé, de facto, coupant Cuba de ses principaux sponsors, c'est-à-dire la Russie, la Chine. Il est clair qu'un étranglement économique a commencé à se produire. On mise sur la division des élites, séparer les loyaux des déloyaux, mais pas comme en Iran, nerveux et infidèles, mais disons infidèles et nerveux. Ou plutôt de ceux qui verront un avantage. Donc pour eux, dans la vente actuelle, la direction actuelle forme un nouveau pouvoir sans les communistes, et là tous les communistes doivent simplement renoncer à leur nom ou s'appeler autrement, par exemple socialiste, ou bien démocrate ou socialiste démocratique. Le tourisme a déjà été touché, il n'y en a plus là-bas. Maintenant c'est l'énergie qui est visée, mais nous refusons de subir cela. En ce qui concerne les revenus des missions cubaines à l'étranger, comme les missions médicales et autres, en général, ils faisaient certaines choses là-bas et rapportaient pas mal d'argent à Cuba. Les États-Unis ont publié un décret présidentiel, bien sûr Trump, autorisant à sanctionner les pays qui proposent à Cuba d'acheter ou d'importer des ressources énergétiques. La Maison-Blanche pense qu'en apprenant nos intentions de former un nouveau gouvernement cubain composé des assistants directs de l'actuel. Donc, ce secrétaire général, comment il s'appelle? Miguel Díaz-Canel, je crois, oui, l'héritier de Raúl Castro, Michel Diaz, quel bel homme, tout grisonnant. Il y a des Géorgiens comme ça, des Espagnols comme ça, eh bien, il est vraiment un bel homme.
Je ne pense pas que Trump se soucie de remplacer Diaz par quelqu'un d'autre. Pour lui, peu importe le nom, peu importe à quoi il ressemblera là-bas. Oui, plutôt après le Venezuela. Lui et son entourage peuvent décider qu'il s'agit de Miguel, quel Miguel peut décider qu'il vaut mieux devenir l'ami de l'Amérique que, disons, risquer des vies. C'est-à-dire, en réalité, un État autoritaire qui n'est pas le nôtre en gestion à Cuba, en Angola, en France, cela nous est complètement égal. En France, ce serait vexant. Après tout, ils nous ont offert cette femme avec une balance, donc d'une certaine manière, on leur doit un peu pour ça. Donc, on va essayer que ça n'arrive pas complètement chez eux, même si on n'ira pas s'en mêler, on va juste essayer. C'est-à-dire sans s'immiscer dans les affaires intérieures de Cuba. Tout ce dont on a besoin, c'est qu'ils soient capables de négocier. Et puis, il ne faut pas courir demander la permission à Pékin ou au Kremlin toutes les 5 minutes, c'est vrai. Si vraiment vous voulez demander à quelqu'un, pense Donald Trump, c'est bien plus proche et plus pratique. Ensuite, Cuba suit le scénario russe, c'est-à-dire que les plus puissants à Cuba s'emparent de tout ce qu'ils peuvent, et commence alors un long et difficile chemin vers la liberté. Je ne suis pas sûr que ce chemin aboutisse à Cuba, car c'est un petit pays, proche de nous, et dès que le capitalisme commencera à s'y développer, et dès que, donc, les partis militaires cesseront d'influencer, ils s'y précipiteront. Ceux qui se sont installés en Amérique, la plupart sont en Floride, et je pense que ce sont eux qui organiseront là-bas une vie vraiment réelle, compétitive, magnifique, intéressante pour ainsi dire. Ils profiteront des plages, de la chaleur, de la proximité avec l'Amérique et de tout ce qu'il faut. Il y aura aussi des bordels et des tripots là-bas. Ils auront un Las Vegas là-bas, car un seul ne suffit pas, il en faut aussi de ce côté. Atlanta, ce n'est pas vraiment ça, c'est bien, mais pas tout à fait. Cuba deviendra un incroyable Las Vegas de cette région. De toute façon, tout comme la Russie veut dominer la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine, la Biélorussie, comme la Chine veut diriger le défilé à Hong Kong, à Taïwan, en Corée du Nord, au Tibet. Les États-Unis d'Amérique font de même. Ils veulent en savoir que le pays est entouré de tous les côtés par une zone, une sorte de bande neutre, c'est probablement le bon mot, une bande neutre, qui nous sert de protection, c'est-à-dire qui protège l'État leader, si on fait l'analogie avec tous les autres. Les États-Unis, de leur côté, assureront la protection de cette couche, en anglais on dirait protection, une protection. Ainsi, comme les bandits le proposent, disons ce qu'ils appellent une toiture, ils proposent, voilà, ils disent « on va vous couvrir ». Une protection, la toiture, c'est une protection contre d'autres bandits et contre eux-mêmes. Donc nous non plus, on ne t'attaquera pas si tu nous paies, et en même temps, on te protégera aussi des autres. L'État fonctionne de la même manière. De même, ils veulent te protéger les voisins, mais ceux-ci doivent s'embrasser. Dès que le chef change, ils se rôtent pour embrasser l'anneau du nouveau chef, et renoncer à leur autonomie. Eh bien, disons, sur la scène mondiale, disons-le ainsi, oui, de toute action indépendante et de toute relation indépendante avec nos concurrents. Autrement dit, avec la métropole à côté, tu dois t'incliner, venir ici et demander son accord avant de traiter avec quelqu'un d'autre. La métropole fait un signe de tête si c'est possible, et dit non si ce n'est pas possible. La principale différence entre la mafia et l'État, en réalité, c'est que la mafia prend moins d'argent aux entreprises que l'État n'en prend à ses protégés. Je ne connais pas leur sujet, peu importe, mais il est rare qu'une mafia prenne plus de 5 à 10 salés, 20%. Je n'ai même jamais entendu ça, bon, 20%, 10%, ils prennent sur le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice, Dieu nous en garde. Parce que sinon, ils calculent pas le bénéfice très rapidement. Ils disent « Voilà, tu me dois à peu près cette somme », alors que l'État, vous le savez tous, oui, c'est facilement 60 à 70%. Alors, qui est-ce le plus bandit, l'État ou le bandit ? D'ailleurs, pourquoi appelons-nous les bandits des bandits ? Mais nous n'appelons pas l'État des bandits, c'est incompréhensible. Mais les bandits, donc, pays, république, califat, pas là comme un khanat, là-bas ils prennent beaucoup, beaucoup plus. Et en plus, ils exigent que la population, en se démenant, crie. Donc comme ils sont satisfaits et heureux que ce soit précisément ce régime, précisément cet État, précisément ce leader, et ainsi de suite. Oui, il y a une différence entre les dirigeants autoritaires. Il veut qu'on crie que c'est lui ou elle, alors que les nôtres veulent qu'on crie là-bas que ce sont des démocrates, et chez nous qu'on crie aussi.
Donc vive le socialisme et l'égalité, et ceux qui ont raison, ils crient pour que nous crions « Vive les États-Unis ». Je ne suis pas contre cela. Je crie déjà tout le temps seul, mais que veulent-ils de nous ? En gros, embrasser la bague, crier oui, vive ce qu'ils aiment, et leur donner là-bas. Là-bas, c'est généralement de 50 à 70% de ce que nous avons gagné. Eh bien, c'est un cauchemar, un vrai cauchemar, complètement. Je pense que la population de Cuba sera absolument ravie, complètement folle de joie, si on jette sur les lèvres rouillées leur direction cubaine. Des bandits. Tous ceux qui ont maintenant 30-40 ans, il est peu probable qu'ils voient une vie honnête, oui, 30-40 ans, peut-être qu'ils verront 50-60 ans, mais il est peu probable qu'ils voient la vie dont ils auraient rêvé. En raison de sa proximité avec la Floride et du grand nombre de Cubains qui voyageront entre les deux pays, la frontière restera généralement ouverte. Ainsi, tout ne se passera peut-être pas comme prévu. Parce que la Russie, l'Ukraine et en fin de compte toutes les autres républiques, à l'exception de celles qui ont rejoint, dans ce cas les pays baltes, les États baltes. Peut-être que là-bas, ce n'est pas pareil. Bien qu'en réalité, il m'arrive de temps en temps de donner des interviews, donc à des stations de radio ou à des podcasts de ces pays. Et les gars racontent, ceux qui m'interviewent, que tout n'est pas clair et que tout n'est pas rose non plus. Ce n'est pas grave, il y avait trop de choses publiques et c'était possible. Donc, transformé en une société commune, l'homme est faible ou fort, et c'est pourquoi il transforme facilement. D'accord, donc ils attendaient depuis 1959, ils peuvent encore attendre. L'essentiel, c'est que ça sorte de l'impasse de qui est-ce que je parle maintenant, et que ça aille dans la bonne direction. Même si c'est en zigzag, même si au début ce n'est pas tout à fait dans la bonne direction, même si c'est difficile, l'essentiel, c'est de sortir de ce cauchemar et que ce mouvement commence. Je pense qu'à Cuba, relativement bientôt, une seule génération, et il ne sera même pas nécessaire de tourner en rond pendant 40 ans, parce que 40 ans, c'est vraiment beaucoup. Seuls les Juifs pouvaient être menés pendant 40 ans dans le désert, nourris de promesses. Bon, mesdames et messieurs, à la prochaine rencontre et tout ira bien pour Cuba. Sous-titres.